Aujourd'hui, on plonge dans un des récits fantastiques les plus célèbres, le Horla de Guy de Maupassant. C'est l'histoire d'une lente descente aux enfers racontée à travers un journal intime. On va voir comment la raison d'un homme peut complètement basculer quand il fait face à une terreur invisible qui s'installe dans son quotidien. Au début, tout est parfait. Le 8 mai, notre narrateur est un homme heureux. Il adore sa maison en Normandie, juste au bord de la Seine. Il décrit la beauté du paysage, sa joie de vivre, bref, le portrait de la tranquillité absolue. Rien, mais absolument rien, ne laisse deviner ce qui s'en vient. Mais évidemment, cette belle paix ne dure pas longtemps. Quelques jours plus tard, sans aucune raison, il est frappé par une tristesse immense, un découragement total. C'est la première fissure dans sa réalité. C'est la question qui va le hanter. D'où vient ce mal qui est en train de gâcher son bonheur? On va suivre sa chute en 5 étapes. D'abord, l'arrivée d'un mal étrange. Ensuite, sa recherche désespérée pour comprendre ce qui se passe. Puis, la certitude qu'il y a une créature invisible. Vient le moment où il peut enfin nommer son ennemi, le Horla. Et pour finir, son combat final, qui est fait tragique. Alors commençons par le début, le moment où une simple angoisse se transforme en une véritable maladie qui s'attaque à la fois à son corps et à son esprit. Et là, les choses se dégradent vraiment vite. Le 12 mai, c'est juste une petite fièvre, un peu de tristesse. Mais à peine 4 jours plus tard, il sent qu'un danger le menace. Le 18, son médecin vient, il l'examine, et il ne trouve rien d'anormal. Puis, le 25 mai, c'est rendu que juste l'idée d'aller se coucher le terrorise. Et cette peur du sommeil, elle est bien réelle. Il fait un cauchemar, toujours le même, qui est d'un réalisme terrible. Il sent quelqu'un s'approcher, monter sur son lit, sur sa poitrine, puis 2 mains qui lui serrent la gorge, qui l'étranglent de toute leur force. Il est paralysé, incapable de crier. Il se réveille chaque fois en sueur, complètement horrifié. Là, la menace n'est plus juste dans sa tête, elle est devenue physique. On passe maintenant à l'étape suivante. Tourmenté par tout ça, le narrateur commence sérieusement à se demander s'il est en train de devenir fou et il se met à chercher des preuves pour expliquer ce qui ne s'explique pas. Le point de bascule, ça arrive une nuit. Il se réveille et il voit que sa carafe d'eau, qui était pleine la veille, est maintenant vide. La première chose qui lui vient en tête est terrifiante. Et si c'était lui? S'il était somnambule, est-ce que c'est son propre esprit qui est en train de le trahir? Pour en avoir le cœur net, il décide de faire une expérience, presque scientifique. Il place plusieurs aliments sur sa table. Le premier matin, il se rend compte que toute l'eau et un peu de lait ont disparu. La nuit d'après, il enlève l'eau et le lait. Résultat, rien n'a été touché. L'expérience confirme sa plus grande peur. Ce n'est pas lui. Il y a quelque chose d'invisible qui entre dans sa chambre chaque nuit et qui boit. Un peu plus tard, il fait un petit voyage à Paris. Et là, miracle, il est guéri. Loin de sa maison, il redevient logique, rationnel, il rit même de ses anciennes peurs. Mais à peine il remet les pieds en Normandie que la terreur recommence, instantanément. C'est la preuve pour lui que la menace n'est pas dans sa tête, elle est liée à sa maison. Bon, on arrive au moment où le doute n'est plus vraiment une option. Le narrateur va assister à une scène qui défie toute logique et qui le force à accepter la présence de quelque chose. Il est dans son jardin, en plein jour, et là, il voit une rose se couper toute seule de sa tige. Elle s'élève dans les airs, comme si une main invisible la tenait, et elle flotte comme ça pendant un instant. Pour lui, c'est la preuve ultime. Il n'est pas fou, il y a bel et bien un être invisible chez lui. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il se rend compte qu'il n'est plus seulement hanté, il est carrément contrôlé. Il se décrit lui-même comme un spectateur esclave, terrifié de regarder son propre corps faire des choses contre sa volonté, comme s'il était possédé. Par exemple, un jour, il est forcé d'aller dans son jardin, de cueillir des fraises et de les manger. Il le fait, mais ce n'est pas sa décision. Il est devenu une marionnette qui obéit aux ordres de la créature. Il a perdu le contrôle de lui-même. On arrive à un point tournant. C'est une information qui vient de l'étranger qui va finalement lui donner la clé pour comprendre et surtout pour nommer son tourmenteur. Il lit un article sur une épidémie de folie assez bizarre au Brésil. Apparemment, les gens fuient leur maison en disant qu'ils sont possédés par des créatures invisibles, des sortes de vampires qui boivent leur vie pendant leur sommeil, en plus de boire de l'eau et du lait. La description est terriblement familière. Et là, c'est le déclic. Il se souvient tout d'un coup de ce beau bateau brésilien qu'il avait vu passer devant sa maison le 8 mai, le tout premier jour. Il comprend. La créature est arrivée sur ce bateau. Son ennemi a maintenant une origine. C'est à ce moment-là qu'il a l'impression d'entendre la créature crier son nom comme pour se présenter enfin. Le Horla. Donner un nom à l'invisible, ça le rend réel. C'est un moment crucial dans l'histoire.
Le sommet de la terreur, ça arrive un soir, devant son miroir. Il se regarde, mais il n'y a pas de reflet. La glace est vide, transparente. Puis, tranquillement, à l'endroit où son visage devrait être, une forme brumeuse commence à apparaître. Il voit enfin l'Orle. Alors là, c'est assez. L'ennemi a été vu, il a un nom. Le narrateur décide de passer à l'action. Fini de subir, il va se battre. C'est le début d'un combat désespéré. Son plan est radical et violent. Il attend que le Horla soit dans sa chambre, il sort en vitesse, il barre la porte de l'extérieur et il met le feu à toute la maison. Il se réfugie dans son jardin et il regarde sa maison, sa vie, ses souvenirs. Et, il l'espère, son monstre partir en fumée. Le feu détruit tout, mais en regardant les flammes, il entend les cris de ses domestiques, qu'il avait complètement oubliés à l'intérieur. Il meurt brûlé vif. Et malgré ce sacrifice horrible, une question terrible demeure. Est-ce que le Horla, lui, est mort? C'est là qu'il a la pire réalisation de toutes. Il se dit qu'un être avec un corps invisible, qui n'est pas matériel, ne peut pas être tué de la même façon qu'un humain. Le feu a détruit sa maison, a tué son personnel, mais il n'a probablement eu aucun effet sur le Horla. Il a sûrement survécu. Le journal se termine sur cette dernière phrase, cette question sans réponse. Si le Horla n'est pas mort, s'il est toujours là, invisible et indestructible, qu'est-ce qui lui reste à faire? La conclusion du narrateur, c'est que la seule façon de s'en sortir, c'est de se détruire lui-même. C'est sur cette note de désespoir total que le récit nous laisse.